Fermez les yeux un instant et imaginez un chevalier. L'image qui surgit dans nos esprits est souvent la même. Un homme noble, drapé d'une armure brillante, chevauchant fièrement un destrier, l'épée levée vers le ciel. Autour de lui, des bannières claquent au vent, les foules acclament son courage et son nom résonne dans les chansons des troubadours. Être chevalier dans notre imaginaire collectif, c'est incarner l'honneur, la bravoure et la gloire. Une existence digne des contes, faite de batailles héroïques et de triomphes éclatants. Mais derrière ce vernis de légende se cache une réalité bien différente. Car si les chevaliers furent des figures centrales du Moyen-Âge, leur vie n'avait rien de l'idéal romanesque que nous admirons aujourd'hui. Être chevalier, c'était aussi endurer des souffrances physiques, affronter des dangers constants, ployer sous des dettes écrasantes et vivre prisonnier de codes rigides. Loin de l'éclat des chansons de gestes, la réalité quotidienne des chevaliers ressemblait souvent à une succession de corvées, de blessures, de frustrations et de désillusions. La vérité, c'est qu'être chevalier n'était pas le rêve glorieux que l'on croit. C'était souvent une existence pénible, dure, parfois ingrate. Ceux qui s'engageaient dans cette voie devaient se préparer à souffrir dans leur chair et dans leur esprit, à payer un prix exorbitant pour un prestige qui s'avérait bien souvent illusoire. Car avant de devenir chevalier, il fallait survivre à une enfance marquée par la séparation, l'entraînement brutal et l'humiliation. On envoyait les jeunes garçons, parfois dès l'âge de 7 ans, dans la maison d'un seigneur étranger pour apprendre les bases de la vie martiale. Là, loin de leur famille, ils étaient soumis à une discipline implacable, chargés de corvées domestiques et contraints de servir en silence. Pas de gloire, pas de respect, seulement des tâches ingrates, des coups de bâton et des journées entières passées à polir des armures qui ne leur appartenaient pas. Et quand, après de longues années, venait enfin le temps de devenir écuyer, les épreuves ne faisaient que commencer. Porter les armes de son maître, soigner son cheval, le suivre au combat sans protection complète, telle était la vie des jeunes aspirants. L'adoubement, cet instant tant attendu où l'on devenait officiellement chevalier, n'arrivait pas toujours. Certains restaient éternellement dans l'ombre, sans jamais franchir le seuil de la reconnaissance. Mais même ceux qui recevaient l'accolade et le titre de chevalier n'étaient pas au bout de leur peine, car porter une armure étincelante avait un prix, celui du poids, de l'inconfort et de la douleur. Une armure complète pouvait peser jusqu'à 30 kilos. Imaginez-vous, enfermé dans du métal, transpirant sous le soleil d'été ou grelottant dans le froid de l'hiver, essayant de respirer difficilement à travers un haume étroit. Un simple faux pas pouvait être fatal. Tomber à cheval et se retrouver incapable de se relever, étouffé dans son casque, mourir non pas par l'épée de l'ennemi, mais par son propre équipement. Et que dire des combats eux-mêmes ? Les chroniques nous parlent de charges héroïques, d'exploits éclatants. Mais la vérité était bien plus sale. Les batailles médiévales étaient des chaos sanglants, pleins de boue, de cris, de souffrances. Les sièges duraient des mois, parfois des années, et les chevaliers devaient survivre à la faim, aux maladies, aux odeurs pestilentielles des cadavres. Rien à voir avec les joutes élégantes des tournois romancés. C'était une guerre où l'on mourait souvent jeune, mutilé, oublié. Et même en dehors des champs de bataille, la vie des chevaliers n'avait rien de simple. Ils devaient obéir à des codes religieux et moraux impossibles à respecter pleinement. Le fameux code de la chevalerie, qui prônait loyauté, courage, piété et pureté, n'était pas une source de liberté mais un carcan. Chaque écart pouvait être jugé, chaque faiblesse critiquée. Le chevalier devait être un modèle, mais derrière l'image noble se cachait un homme fatigué, écartelé entre ses désirs et ses obligations. Les tournois, souvent présentés comme des divertissements joyeux, étaient en réalité des épreuves dangereuses et ruineuses. Les chutes de cheval, les fractures, les morts accidentelles étaient fréquentes. Participer coûtait une fortune. Armure, cheval, serviteur. Beaucoup s'endettaient pour avoir le droit d'y briller, et certains perdaient tout en une seule compétition. Comme si cela ne suffisait pas, les chevaliers devaient faire face à une médecine impuissante. Une simple coupure pouvait s'infecter et devenir fatale. Les blessures de guerre laissèrent des séquelles terribles. Membres estropiés, douleurs chroniques, cicatrices purulentes. Derrière l'image romantique du chevalier au port altier se cachait souvent un homme usé, vieillissant prématurément, brisé dans son corps bien avant la quarantaine. Enfin, il y avait l'argent, car être chevalier coûtait extrêmement cher. Entretenir un cheval de guerre, acheter une armure, payer ses armes et ses serviteurs, tout cela exigeait des sommes colossales. Beaucoup de chevaliers vivaient endettés, dépendant de la générosité de leur seigneur, contraints de quémander des faveurs pour continuer à paraître honorables. La vérité est donc simple.
Être chevalier au Moyen Âge, c'était moins un rêve qu'un fardeau. Une vie marquée par la discipline, la souffrance, la dépendance et la désillusion. Une vie où l'on donnait tout pour un titre prestigieux, mais où l'on recevait en retour davantage de misère que de gloire. Alors, laissez-moi vous poser une question. Vous qui écoutez cette histoire, auriez-vous vraiment voulu être chevalier? Auriez-vous eu la force d'endurer les privations, les blessures, l'épuisement pour quelques instants de gloire éphémère? Ou bien, derrière l'éclat des armures, auriez-vous vu la prison de fer qui enfermait ces hommes? Ce voyage, nous allons l'entreprendre ensemble. Nous allons plonger dans la vie des chevaliers, non pas telle qu'elle est chantée par les poètes, mais telle qu'elle était vécue par ceux qui la portaient sur leurs épaules. Nous allons découvrir pourquoi, derrière la légende, être chevalier médiéval, c'était souvent bien plus un fardeau qu'un privilège. Et pour commencer, il nous faut revenir au début de ce chemin, là où tout commençait. L'enfance arrachée à la famille, les premières épreuves imposées aux jeunes pages. Car avant de brandir une épée, il fallait survivre à des années d'humiliation et de travail acharné. Pour devenir chevalier, il ne suffisait pas de naître noble. Il fallait, dès l'enfance, accepter un destin qui ressemblait moins à un rêve qu'à une longue épreuve. Tout commençait vers l'âge de 7 ans, parfois même plus tôt. À cet âge où l'on devrait encore courir librement dans les champs, rire au milieu des jeux, les fils de la petite noblesse étaient arrachés à leur foyer et envoyés dans une autre demeure, celle d'un seigneur plus puissant. C'était là que commençait leur apprentissage. Une vie de page marquée par la discipline, la soumission et l'humiliation. Être page signifiait servir avant tout. On n'apprenait pas tout de suite à manier l'épée ou à monter un destrier. On commençait par les tâches les plus ingrates, porter des messages, nettoyer les tables après les repas, préparer les vêtements du maître, servir le vin, entretenir les chiens de chasse. Ce quotidien ressemblait davantage à celui d'un domestique qu'à celui d'un futur guerrier. Le jeune garçon, parfois encore fragile, devait tout apprendre, l'obéissance, la discrétion, la patience. La discipline était implacable. Chaque geste était surveillé, chaque erreur sanctionnée. Les seigneurs et leurs chevaliers ne faisaient preuve d'aucune indulgence envers ses apprentis. Un oubli, un retard, une maladresse pouvaient valoir une punition sévère. Les pages apprenaient vite à marcher droit, à parler peu, à se taire même quand l'injustice était flagrante. C'était la première leçon de la chevalerie. Avant d'apprendre à commander, il fallait apprendre à obéir. Et puis il y avait l'entraînement, rude et quotidien. Dès l'aube, les jeunes pages devaient courir, monter de petits chevaux, apprendre à manier des armes factices, souvent bien trop lourdes pour eux. On leur donnait des épées de bois, mais elles laissaient déjà des bleus et des plaies. On les faisait lutter entre eux, se pousser, tomber, se relever encore et encore. Les jeux censés les préparer au combat étaient brutaux. Et chaque chute devenait une leçon. La douleur forgeait le corps et l'esprit. La nourriture, elle aussi, rappelait leurs conditions. Ils ne mangeaient pas à la même table que leurs maîtres. Leurs repas étaient les plus frugaux, parfois composés de simples morceaux de pain, de bouillie et d'eau. Rien à voir avec les festins qu'ils servaient, mais auxquels ils n'avaient pas droit. Ce contraste quotidien leur rappelait qu'ils n'étaient pas encore des égaux, mais de simples apprentis en bas de l'échelle. La solitude pesait lourd. Éloignés de leur famille, plongés dans un monde hostile, beaucoup de jeunes pages souffraient de nostalgie. Certains avaient à peine quitté l'enfance qu'ils devaient déjà vivre comme des adultes. L'affection était rare. On exigeait d'eux de la force et de la discipline, non des larmes. Mais dans le silence des dortoirs froids, beaucoup pleuraient la nuit, étouffant leurs sanglots pour ne pas être moqués. L'apprentissage intellectuel faisait aussi partie de leur quotidien. Les pages apprenaient à lire les psaumes, à chanter dans les offices, à mémoriser des règles d'étiquette. Ils devaient savoir se tenir à table, parler avec retenue, répondre avec respect. Chaque aspect de leur vie était codifié. On leur apprenait à devenir non seulement des combattants, mais aussi des représentants de la noblesse. Mais ce vernis d'éducation s'accompagnait toujours de la dureté physique, comme si la souffrance devait modeler leur caractère autant que la discipline. On leur enseignait aussi la musique, la danse, parfois le jeu de la harpe ou de la flûte, car un futur chevalier devait plaire aux dames et savoir briller dans les cours. Mais ces apprentissages gracieux étaient rares et souvent relégués au second plan, derrière l'essentiel, devenir fort, résistant, capable d'encaisser sans broncher. Certains pages trouvaient dans cette vie une camaraderie inattendue. Entre jeunes garçons arrachés à leur foyer, on se soutenait parfois, on partageait les peines et les coups. Mais ces amitiés pouvaient être brisées par la compétition, car chaque erreur, chaque faiblesse pouvait être utilisée contre soi. Les maîtres encourageaient souvent cette rivalité, persuadés que l'esprit de compétition forgeait le caractère. Être page, c'était donc vivre dans une tension constante, assez fort pour résister,
assez obéissant pour plier. Cette contradiction, beaucoup peinaient à l'endurer. Certains échouaient, renvoyés honteusement chez leurs parents, incapables de poursuivre la voie de la chevalerie. Pour ceux qui tenaient, le chemin ne faisait que s'allonger. Car après ces années de servitude, venait l'étape suivante, celle de l'écuyage, où les épreuves devenaient plus dures encore et où la mort elle-même pouvait déjà frapper. En vérité, l'apprentissage du page n'avait rien de glorieux. Il ressemblait à une école de fer où l'on effaçait l'enfance pour préparer des hommes capables de vivre dans l'armure, d'endurer la guerre et d'obéir à un code implacable. Derrière chaque chevalier adulte, resplendissant dans son armure, il y avait eu un enfant brisé, dressé à coups de règles et de corvées. Et c'est ainsi que commençait le chemin vers la chevalerie, par l'humiliation et la douleur, par l'isolement et la discipline. Ceux qui rêvaient de gloire comprenaient vite que le prix à payer était bien plus élevé qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais même après ces années d'apprentissage, le pire restait à venir. Car à l'étape suivante, celle de l'écuyage, les jeunes garçons entraient déjà dans l'ombre du champ de bataille, exposés à la guerre avant même d'être adoubés. Après avoir survécu aux années rudes et humiliantes du service comme page, le jeune garçon qui aspirait à devenir chevalier franchissait une nouvelle étape, celle de l'écuyage. Ce mot évoque pour nous une fonction presque secondaire, mais au Moyen-Âge, être écuyer signifiait entrer dans l'antichambre de la guerre, dans la proximité directe des chevaliers et de leurs combats. C'était le moment où l'enfance disparaissait totalement, remplacée par le poids des armes, la fatigue des campagnes et l'attente parfois interminable d'un adoubement qui n'arriverait pas toujours. L'écuyer, dans une maison seigneuriale, devenait l'ombre d'un chevalier. Il était chargé de l'assister dans presque tous les aspects de sa vie militaire. Cela commençait par l'entretien des armes, polir les épées, graisser les lames pour éviter la rouille, vérifier les lanières de cuir, aiguiser les pointes. Ce travail exigeait patience et minutie, car une négligence pouvait coûter la vie à son maître. Le jeune écuyer passait des heures, parfois des nuits, à préparer un équipement qu'il n'avait pas le droit d'utiliser pleinement lui-même. Venaient ensuite les soins apportés aux chevaux. Le destrier d'un chevalier n'était pas un animal ordinaire. C'était un compagnon de guerre, entraîné, robuste, mais aussi capricieux. Le nourrir, le brosser, le ferrer, vérifier chaque muscle et chaque blessure était la responsabilité de l'écuyer. Le cheval devait être prêt à charger à tout instant, et c'était à l'écuyer d'assurer cette disponibilité. Beaucoup de jeunes hommes apprirent ainsi à aimer ou à craindre ces animaux, parfois plus grands qu'eux, capables de blesser d'un simple mouvement. L'écuyer accompagnait aussi son maître dans les tournois, et plus dangereux encore, sur les champs de bataille. Il portait ses armes, préparait son armure, aidait à l'harnacher avant le combat. Mais il ne restait pas à l'arrière, à l'abri. Souvent, il suivait son chevalier jusque dans la mêlée, chargé de lui fournir une nouvelle arme si la première se brisait, de le secourir s'il tombait, ou d'assurer sa fuite en cas de défaite. C'était une position d'une dangerosité extrême. Sans armure complète, avec un entraînement encore limité, l'écuyer risquait la mort à chaque instant, parfois avant même d'avoir eu la chance d'être adoubé. Et pourtant, cette étape était aussi pleine d'incertitudes, car tous les écuyers n'étaient pas assurés de devenir chevaliers. L'adoubement dépendait de la volonté d'un seigneur, du prestige de la famille, de la chance parfois. Certains restaient écuyers toute leur vie, prisonniers de ce rôle subalterne, privés de la reconnaissance espérée. Le rêve pouvait donc s'éteindre là, après des années de labeur et de service, sans récompense. La vie d'écuyer était aussi faite d'humiliation. On exigeait de lui l'obéissance absolue. Si son maître échouait dans une bataille ou dans un tournoi, il pouvait être accusé d'avoir mal préparé les armes ou les chevaux. La faute rejaillissait souvent sur celui qui n'avait pas le pouvoir de se défendre. Le moindre oubli, la moindre maladresse pouvait signifier une gifle, une punition, parfois même la perte de toute chance d'avancement. Pourtant, cette période était aussi celle des premiers apprentissages réels du combat. L'écuyer s'entraînait aux armes chaque jour. Épée, lance, bouclier, arbalète. Mais ses adversaires n'étaient pas toujours d'autres jeunes de son âge. Il pouvait être jeté contre des soldats aguerris pour s'endurcir, frappé jusqu'à la douleur, poussé à bout pour tester sa résistance. Le corps se forgeait, mais au prix de blessures répétées, parfois de séquelles à vie. L'écuyer devait aussi apprendre à monter en armure, à manœuvrer un cheval lourdement harnaché, à porter une lance dont le poids pouvait briser les épaules. On le préparait à la joute, à la charge, au combat de mêlée. Chaque exercice était épuisant, chaque chute potentiellement mortelle. Beaucoup de jeunes hommes trouvaient dans cette étape non pas la gloire, mais la souffrance, la peur et la fatigue. Et puis il y avait l'attente, interminable. L'attente d'un signe, d'une reconnaissance, d'un adoubement. Certains étaient adoubés sur le champ de bataille après un acte de bravoure exceptionnel.
D'autres attendèrent des années, espérant qu'un seigneur daigne leur accorder ce titre. Et parfois, cette attente n'aboutissait jamais. L'écuyer vieillissait, restait dans l'ombre, serviteur d'un maître qui ne lui ouvrait pas la porte de la chevalerie. Imaginez un jeune écuyer, la vingtaine à peine, suivant son maître dans une campagne lointaine. Il marche derrière le destrier, portant le bouclier et la lance, la sueur coulant sur son front. Le champ de bataille approche. Son cœur bat à tout rompre, car il sait qu'il devra entrer dans la mêlée, sans la protection complète d'une armure, sans la certitude d'en ressortir vivant. Il n'a pas encore le droit à l'honneur, mais il est déjà exposé à la mort. Voilà la réalité de l'écuyage. Le risque sans la gloire, le service sans la reconnaissance. Pour beaucoup, cette étape révélait la dure vérité de la chevalerie. Derrière les chansons et les récits héroïques, il y avait ces jeunes hommes, épuisés, humiliés, sacrifiés parfois, qui portaient sur leurs épaules le poids d'un rêve inaccessible. Car être écuyer, ce n'était pas seulement un apprentissage, c'était un pari, celui d'une vie entière suspendue au bon vouloir d'un maître. Et quand, enfin, venait le jour tant espéré de l'adoubement, le soulagement était immense. Mais ce n'était que le début d'un autre fardeau. Car devenir chevalier signifiait endosser une armure qui n'avait rien de pratique et entrer dans des combats qui n'avaient rien de glorieux. Recevoir l'accolade et devenir officiellement chevalier était un moment solennel, parfois entouré de prières et de rituels symboliques. Mais dès que la cérémonie s'achevait, la réalité reprenait le dessus. Il fallait désormais enfiler cette fameuse armure qui, dans l'imaginaire populaire, brille sous le soleil comme une seconde peau d'acier. Pourtant, derrière l'éclat des métaux polis se cachait une vérité beaucoup moins enviable. Porter une armure médiévale était un supplice quotidien, une contrainte qui épuisait le corps et réduisait parfois les plus robustes au désespoir. Commençons par le poids. Une armure complète pouvait peser entre 20 et 30 kilos, parfois davantage selon les époques et les modèles. Ce fardeau n'était pas réparti harmonieusement. Les plaques de métal écrasaient les épaules, composaient un corset rigide autour du torse, alourdissaient les jambes. Marcher quelques mètres avec une telle charge était déjà une épreuve. Combattre pendant des heures relevait de la torture. Beaucoup de chevaliers s'effondraient de fatigue avant même que le combat ne soit décidé. Le haume, ce casque emblématique, ajoutait à la souffrance. Étroit, étouffant, il limitait la respiration et le champ de vision. La chaleur y était insoutenable, surtout en été. Le souffle se condensait à l'intérieur, créant une humidité suffocante. Certains chevaliers, enfermés trop longtemps, suffoquaient presque, pris d'étourdissement au moment même où ils avaient besoin de toute leur lucidité. La mobilité, contrairement à l'image que l'on se fait parfois, n'était pas totalement impossible. Les armures étaient articulées, pensées pour permettre de bouger. Mais cette mobilité avait un prix. Chaque geste demandait un effort supplémentaire. Monter à cheval devenait une gymnastique. Se relever après une chute nécessitait parfois l'aide d'un écuyer. Et sur un champ de bataille boueux, tomber pouvait signer la fin. Prisonnier de son propre poids, incapable de se relever, le chevalier se transformait en cible facile. Beaucoup moururent, non pas sous l'épée ennemie, mais écrasés dans la boue, étouffés dans leur armure. L'endurance, elle aussi, était mise à rude épreuve. Imaginez un chevalier chargé de métal, sous un soleil de plomb, avançant au pas lourd dans la poussière. La sueur coulait à flots, les muscles se tétanisaient, les jambes tremblaient. Chaque pas devenait une lutte contre soi-même. Et au moment d'affronter l'ennemi, il fallait encore lever une épée qui, elle aussi, pesait lourd, manier une lance, parer les coups. Les récits héroïques oublient souvent de dire que beaucoup de combats s'achevaient avant même de commencer, car l'épuisement terrassait les combattants. Et les blessures, elles étaient nombreuses, et souvent aggravées par l'armure elle-même. Un choc violent pouvait enfoncer le métal contre la chair, causant des contusions terribles. Les articulations, comprimées, se couvraient d'échymoses. Un coup de masse ou de marteau de guerre, conçu précisément pour briser les plaques, pouvait transformer l'armure en piège mortel, écrasant le corps qu'elle était censée protéger. Les chevaliers portaient sur eux, bien après la bataille, les marques de leur prison de fer, cicatrices profondes, douleurs chroniques, membres endommagés à jamais. Au-delà du champ de bataille, même le quotidien en armure était pénible. Les tournois, par exemple, obligèrent les chevaliers à rester équipés pendant de longues heures, dans la chaleur, la poussière, les secousses des joutes. Chaque chute pouvait briser un os, disloquer une épaule. Certains mouraient sous les acclamations de la foule, écrasés par le choc d'une lance, sans qu'aucun chant de gloire ne puisse compenser l'absurdité de leur mort. Et il ne faut pas oublier les coûts. Chaque armure représentait une fortune, parfois l'équivalent d'une petite seigneurie. Elle devait être entretenue, réparée, adaptée au corps qui changeait avec le temps. Beaucoup de chevaliers,
endettés pour s'offrir ce symbole de leur rang, se retrouvaient ruinés en essayant simplement de maintenir leur apparence de nobles guerriers. Derrière l'image prestigieuse, il y avait des factures, des dettes, des sacrifices financiers immenses. La vie dans une armure était donc une lutte permanente. Elle protégeait certes, mais elle emprisonnait aussi. Elle donnait l'apparence de la puissance, mais elle rappelait à chaque instant la fragilité du corps humain. Un chevalier enfermé dans son acier n'était pas un héros invincible. Il était un homme fatigué, vulnérable, qui payait de son confort, de sa santé, parfois de sa vie, le privilège d'incarner un idéal. Alors, posons-nous une question. Vous, qui écoutez cette histoire, auriez-vous supporté ce poids? Auriez-vous eu la force de marcher des heures sous une chaleur étouffante, de respirer à travers un casque oppressant, de tomber et de lutter pour vous relever, sachant que votre vie en dépendait? L'image romantique de l'armure perd de son éclat lorsqu'on comprend que ce métal brillant était aussi une prison. Et pourtant, ce fardeau n'était que le prélude à des réalités encore plus sombres. Car au-delà de la souffrance physique, il y avait la guerre elle-même, brutale, chaotique, sans gloire véritable. C'est dans la boue des sièges, au cœur des batailles sanglantes, que la dure vérité de la vie chevaleresque se révélait pleinement. Les récits médiévaux, les chansons de gestes et les enluminures des manuscrits nous présentent souvent la guerre comme une fresque héroïque. Des chevaliers s'affrontant en duel noble, lances baissées, sous le regard admiratif des dames. Mais la vérité des champs de bataille médiévaux était tout autre. C'était une vérité de boue, de sang, de cris, de fumée et de maladie. Une vérité sale, brutale, où la gloire se perdait vite dans le chaos, et où la mort venait plus souvent par la faim, l'épuisement ou la pourriture des blessures que par l'éclat des lames. Un chevalier qui partait à la guerre n'entrait pas dans une épopée. Il plongeait dans un enfer. Les campagnes militaires duraient des semaines, parfois des mois, rythmées par des marches interminables sous la pluie, la faim et le froid. Les armées avançaient lentement, traînant derrière elles des charrettes de vivres, des forgerons, des charpentiers, des valets, tout un cortège qui transformait la guerre en une véritable migration. Les routes n'étaient que boue, les rivières débordaient, et chaque pas dans une armure épuisait les corps. Avant même de voir l'ennemi, beaucoup de soldats tombaient malades, certains mouraient de dysenterie ou de fièvre. Les sièges représentaient l'épreuve la plus terrible. Contrairement aux images romantiques de charges chevaleresques, la réalité de la guerre médiévale reposait surtout sur ces blocages longs et épuisants. Une armée encerclait une forteresse, empêchait les vivres d'y entrer et attendait. Pendant des semaines, parfois des années, les assiégeants vivaient dans des camps insalubres, au milieu de la boue et des excréments, exposés aux maladies. Les chevaliers eux-mêmes, malgré leur rang, devaient endurer ce quotidien sordide. Le prestige de l'armure n'empêchait pas les poux, ni la vermine, ni l'odeur pestilentielle qui imprégnait tout. Et quand venait enfin le temps de l'assaut, le chaos éclatait. Les échelles dressées contre les murailles s'effondraient sous les projectiles. Les chaudrons d'huile bouillante ou de pois fondu brûlaient les assaillants. Les pierres catapultées broyaient des crânes, écrasaient des corps. Les chevaliers qui parvenaient à franchir les murailles devaient se battre dans des ruelles étroites, au milieu des cris des femmes et des enfants terrifiés. La guerre médiévale ne distinguait pas toujours le combattant du civil. C'était un mélange de massacres et de pillages, où l'horreur surpassait la gloire. Même sur les champs de bataille ouverts, l'idéal de la chevalerie s'effondrait vite. Les charges de cavalerie, aussi impressionnantes soient-elles, ne ressemblaient pas à des duels élégants. C'était une masse de chevaux lancés à pleine vitesse, des lances qui transperçaient, des corps renversés, des hommes écrasés sous le poids des bêtes. En quelques minutes, le sol devenait un chaos de boue, de sang et de fer. Les chevaliers, une fois la lance brisée, devaient descendre dans la mêlée, tirer l'épée ou la masse, frapper à l'aveugle, se défendre contre plusieurs adversaires à la fois. Pas de noblesse, pas de gestes élégants, seulement la rage de survivre. Et survivre était déjà un exploit. Les blessures étaient fréquentes et rarement mortelles sur le coup, mais elles pourrissaient ensuite. Un simple coup d'épée qui entaillait un bras pouvait entraîner la gangrène. Les flèches, souvent enduites de saleté ou brisées dans la chair, laissaient des infections terribles. La médecine médiévale, limitée à des saignées et à des emplâtres d'herbe, n'offrait que peu de répit. Ainsi, la guerre tuait plus après le combat que pendant. Beaucoup de chevaliers, même victorieux, rentraient estropiés, avec des membres inutilisables, des douleurs chroniques et un corps marqué à jamais. La faim et la soif, elles aussi, étaient des armes invisibles. Dans les campagnes, les vivres s'épuisaient vite. Les armées pillaient les villages alentours, brûlèrent les granges, forcèrent les paysans à céder leurs récoltes. Les chevaliers participaient à ce pillage, non par cruauté, mais par nécessité.
La survie de l'armée dépendait de la destruction des ressources ennemies. Mais cette pratique transformait la guerre en une succession de famines locales, plongeant les populations dans la misère. Pour les paysans, voir approcher une armée signifiait presque toujours la ruine, qu'elle soit alliée ou ennemie. Et dans ces campagnes ravagées, les chevaliers perdaient eux-mêmes leurs illusions. Les chansons racontaient la gloire, mais eux voyaient surtout la misère. Ils traversaient des villages incendiés, des champs dévastés, des enfants affamés. Certains y voyaient une fatalité, d'autres en portaient une culpabilité muette. Mais tous savaient que la guerre, telle qu'ils la vivaient, n'avait rien d'héroïque. Même la victoire n'avait rien de triomphal. Les butins étaient partagés, souvent inégalement, les plus puissants prenant le plus. Les chevaliers modestes, eux, rentraient avec peu, parfois avec rien, sinon leurs blessures et leurs dettes, car il fallait avoir payé son équipement, son cheval, ses serviteurs, et tout cela coûtait une fortune. Beaucoup découvraient que la guerre ne les enrichissait pas, mais les ruinait. Enfin, il y avait la mort, omniprésente, toujours brutale. Pas une mort noble, pas une mort chantée par les bardes, mais une mort anonyme, au milieu de la poussière et du sang, parfois sans témoin. Un chevalier pouvait disparaître dans une mêlée, écrasé par des corps, sans que son nom ne soit jamais retenu. Et même les plus célèbres risquaient de finir capturés, enchaînés, rançonnés, humiliés. Voilà ce qu'était réellement la guerre médiévale. Un enfer de boue et de sang, une épreuve où l'honneur se perdait dans la puanteur des camps, où la gloire se noyait dans la sueur et les larmes. Les chevaliers, souvent idéalisés, étaient en vérité des hommes broyés par un système brutal, sacrifiés pour des causes qui les dépassaient, prisonniers d'un cycle de violence dont ils ne pouvaient s'échapper. Et pourtant, au milieu de cette horreur, on leur demandait encore d'incarner un idéal. Car la chevalerie ne se limitait pas à la guerre. Elle imposait aussi des règles religieuses et morales, si strictes et si contradictoires qu'elles enfermaient les chevaliers dans une autre prison, invisible mais tout aussi pesante. Si la guerre brisait les corps et les armures, un autre fardeau pesait sur les chevaliers, celui des attentes morales et religieuses. Car un chevalier n'était pas seulement un combattant. Il devait être l'incarnation vivante d'un idéal, un homme pieux, courageux, loyal, juste, protecteur des faibles et obéissant aux lois de Dieu. En théorie, il était le miroir terrestre d'un ordre céleste. En pratique, cet idéal ressemblait davantage à une prison invisible, dont les barreaux étaient faits de règles impossibles à respecter pleinement. On parlait alors du fameux « code de la chevalerie ». Ce code, qui prit forme au fil des siècles, n'était pas un simple recueil de conseils. C'était une exigence permanente. On attendait d'un chevalier qu'il serve son Seigneur sans faille, qu'il protège l'Église, qu'il défende les pauvres, qu'il respecte la parole donnée. Il devait être un guerrier redoutable et en même temps un modèle de douceur envers les innocents. Il devait faire preuve de bravoure au combat, mais aussi de chasteté et de pureté dans sa vie privée. Deux exigences qui, mises côte à côte, étaient presque impossibles à concilier. Car comment concilier la brutalité des champs de bataille avec la pureté chrétienne? Comment rester humble et pieux alors qu'on vivait dans le sang et la gloire? Comment se montrer compatissant envers les faibles quand la guerre exigeait de brûler des villages, de tuer des paysans, de rançonner des familles? Les chevaliers vivaient dans cette contradiction permanente. On leur demandait d'être à la fois les instruments de la violence et les gardiens de la justice. La religion renforçait encore ce poids. L'Église voyait en eux des protecteurs armés, mais elle leur rappelait sans cesse que leurs âmes étaient en danger. Les prêtres prêchaient que tuer pouvait être un péché mortel, sauf si c'était fait au nom de Dieu. On leur ordonnait de confesser leurs crimes, de se repentir, de faire pénitence. Certains chevaliers se jetaient dans des croisades pour laver leur conscience, persuadés qu'en combattant en terre sainte, ils expiaient leurs fautes. Mais même là, la contradiction demeurait. Comment réconcilier la foi chrétienne avec les massacres auxquels ils participaient? Le poids moral était tel que beaucoup vivaient hantés par la culpabilité. On raconte que certains, au soir de leur vie, abandonnaient leurs armes pour entrer dans des monastères, cherchant le pardon divin après une existence de guerre. D'autres faisaient de lourdes donations à l'Église, espérant acheter un morceau de salut. Mais cette inquiétude permanente prouve bien que la chevalerie, loin d'être une voie simple et claire, était une route semée de contradictions spirituelles. Il y avait aussi les attentes sociales. Un chevalier devait être galant, respectueux envers les dames, prêt à défendre leur honneur. Mais cette image de courtoisie, immortalisée par les poètes et les troubadours, n'était pas la réalité de tous les jours. Derrière les poèmes d'amour courtois se cachait une vie où la brutalité et les mariages arrangés dominaient. On attendait des chevaliers qu'ils se plient aux règles de l'étiquette, qu'ils maîtrisent leur langage, leur posture, leur manière de se comporter. Chaque faux pas pouvait être jugé comme un déshonneur. La loyauté, elle aussi, devenait un piège.
Un chevalier devait fidélité à son seigneur, mais il pouvait se retrouver dans des conflits où cette fidélité entrait en contradiction avec sa foi ou avec sa conscience. Certains seigneurs exigeaient des actes injustes, cruels ou en désaccord avec la morale chrétienne. Pourtant, désobéir signifiait perdre son rang, sa protection, son avenir. Ainsi, beaucoup de chevaliers étaient contraints d'accomplir des gestes qu'ils savaient injustes, tout en portant le fardeau de la culpabilité. Même la bravoure, tant vantée, devenait une exigence écrasante. On n'attendait pas d'un chevalier qu'il survive à tout prix. On attendait de lui qu'il meure avec honneur plutôt que de fuir. La peur pourtant humaine devait être masquée. Un chevalier qui reculait était un lâche, marqué d'une honte indélébile. Certains, prisonniers de ce code, se jetaient dans des combats perdus d'avance, préférant une mort rapide à une vie marquée par l'infamie. Imaginez un instant ce que cela signifiait. Vivre chaque jour avec la pression d'être parfait. Parfait guerrier, parfait chrétien, parfait serviteur, parfait homme de cour. Et tout cela dans un monde où les conditions matérielles étaient déjà terribles. La guerre, la faim, les blessures, la dette. Le code chevaleresque que l'on admire aujourd'hui comme un idéal noble était pour eux une cage dorée, une liste interminable d'attentes impossibles à satisfaire. Bien sûr, certains chevaliers parvenaient à incarner cet idéal, au moins en apparence. Ils devenaient des modèles chantés par les troubadours, célébrés dans les chroniques. Mais la plupart vivaient loin de ce modèle, oscillant entre leur faiblesse humaine et la rigidité d'un code implacable. Leur vie intérieure était marquée par une tension constante, un sentiment d'échec permanent. Et dans cette tension, certains cherchaient un échappatoire. Les tournois, ces grandes compétitions où l'on pouvait briller aux yeux du monde, montrer sa force et sa bravoure sans la boue et la brutalité des champs de bataille. Mais même là, derrière l'apparence festive, se cachait une autre vérité. Celle d'un jeu dangereux, coûteux, souvent mortel. Dans l'imaginaire collectif, les tournois médiévaux apparaissent comme des fêtes éclatantes. Des chevaliers s'élançant à cheval, lances baissées, sous les acclamations des foules et le regard admiratif des dames. Les couleurs des bannières flottent au vent, les trompettes sonnent et la gloire attend le vainqueur. Pourtant, derrière ce spectacle qui faisait briller la chevalerie, se cachait une réalité bien plus sombre. Car les tournois n'étaient pas seulement des jeux, ils étaient dangereux, ruineux et souvent mortels. Au départ, les tournois n'avaient rien des joutes élégantes qu'on imagine. Dans leur première forme, ils ressemblaient davantage à de véritables batailles simulées. On appelait cela le mêlée. Deux groupes de chevaliers s'affrontaient sur un vaste terrain, chacun essayant de désarçonner ou de capturer ses adversaires. Ces affrontements pouvaient durer des heures, parfois même des jours, et la violence y était extrême. Les lances se brisaient, les épées s'abattaient sans retenue, les chevaux s'écroulaient. Beaucoup de participants en ressortaient estropiés, certains n'en ressortaient pas du tout. Avec le temps, les tournois évoluèrent vers des formes plus codifiées, notamment les joutes, où deux chevaliers s'élançaient l'un contre l'autre pour briser leur lance sur le bouclier ou l'armure de l'adversaire. Ce spectacle était plus simple à suivre pour le public et plus facile à mettre en scène. Mais malgré les règles, le danger restait immense. Les lances, même émoussées, pouvaient transpercer un aume, briser une clavicule, transpercer un œil. On compte des récits de chevaliers célèbres tués en pleine joute, sous les yeux de rois et de reines. Les accidents étaient non fréquents et les protections limitées. Les armures, souvent conçues pour la guerre, n'étaient pas adaptées à l'impact brutal des lances de tournoi. Les chevaux eux-mêmes étaient exposés, transpercés, écrasés. Ils payaient un lourd tribut à ces divertissements. Et lorsqu'un cheval tombait, le cavalier risquait d'être écrasé sous son poids, piétiné par la mêlée, incapable de se relever. Le public applaudissait, mais derrière chaque chute se cachait la possibilité de la mort. La pression sociale renforçait encore ce danger, car un chevalier ne pouvait pas reculer. Participer à un tournoi, c'était affirmer son courage, son honneur, sa valeur. Refuser ou hésiter, c'était passer pour un lâche. Ainsi, même les plus prudents étaient contraints de s'élancer, parfois contre des adversaires plus expérimentés, parfois contre leur propre instinct de survie. La bravoure exigée devenait une condamnation. Mais il y avait une autre réalité plus insidieuse encore, celle de l'argent, car participer à un tournoi coûtait une fortune. Il fallait entretenir un cheval puissant, souvent un destrier de grande valeur. Il fallait posséder une armure adaptée, solide et coûteuse. Il fallait payer des écuyers, des serviteurs, parfois même soudoyer des organisateurs pour obtenir une bonne place dans les affrontements. Et tout cela représentait des sommes colossales. Certains chevaliers riches pouvaient se permettre ces dépenses, espérant accroître encore leur prestige. Mais pour beaucoup, participer à un tournoi signifiait s'endetter lourdement. Les victoires pouvaient rapporter,
On gagnait parfois l'armure ou le cheval de l'adversaire désarçonné. Mais les défaites, fréquentes, ruinaient les participants. Ainsi, derrière l'éclat des tournois, on trouvait souvent des chevaliers criblés de dettes, contraints de vendre des terres, de se soumettre davantage à leur seigneur, ou même de renoncer à leur statut. Les tournois étaient donc un piège, une chance de briller, mais au prix d'un risque immense. La gloire promise se transformait souvent en fracture, en dette ou en tombe précoce. Même les vainqueurs n'étaient pas à l'abri. La fatigue, les blessures invisibles, les commotions cérébrales s'accumulaient, laissant des séquelles à vie. Derrière le sourire forcé des triomphateurs se cachèrent des corps meurtris et des esprits épuisés. Et pourtant, malgré ces dangers, les tournois restaient immensément populaires. Pourquoi ? Parce qu'ils servaient à maintenir le mythe de la chevalerie. Ils donnaient au peuple un spectacle, aux seigneurs une vitrine de puissance, aux chevaliers une scène où prouver leur valeur. Les dames, dans les tribunes, jouaient leur rôle en remettant des rubans aux combattants, renforçant l'illusion d'un jeu galant. Mais tous savaient, au fond, que ce jeu pouvait se terminer dans le sang. Imaginez l'atmosphère d'un tournoi. La foule massée autour du champ clos, les trompettes retentissant, les chevaliers en armure attendant le signal. L'air est chargé de tension. 2 cavaliers s'élancent, les chevaux frappant le sol de leurs sabots, les lances pointées vers l'avant. Le choc résonne, brutal, une lance se brise, un cheval s'écroule, la poussière s'élève. La foule acclame sans voir que sous le heaume, un homme peine à respirer, son corps brisé par l'impact. Voilà la réalité. Un spectacle pour certains, un supplice pour d'autres. Les tournois nous rappellent que la vie de chevalier n'était pas seulement un service guerrier, mais aussi un théâtre permanent. Il fallait sans cesse prouver sa valeur, parfois au prix de sa vie, parfois au prix de sa ruine. Ces divertissements, loin d'être de simples jeux, étaient en réalité une autre chaîne, une autre prison imposée à ceux qui portèrent l'armure. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre ennemi guettait sans relâche les chevaliers, la maladie et les blessures mal soignées. Car dans un monde où la médecine balbutiait encore, chaque tournoi, chaque bataille, chaque chute pouvait marquer le début d'un calvaire interminable. Parmi tous les fardeaux qu'un chevalier devait porter, il en est un que les chansons de gestes taisent souvent, celui de la maladie et des blessures mal soignées. Car si les armures pouvaient parfois protéger des coups les plus directs, elles n'offraient aucune défense contre les maux invisibles, ni contre la lente agonie qu'entraînaient les infections. Derrière l'image d'hommes invincibles se cachait une réalité bien plus fragile. Les chevaliers étaient des êtres de chair, vulnérables, exposés à des souffrances que la médecine de l'époque ne savait presque jamais soulager. Chaque bataille, chaque tournoi, chaque entraînement laissait des traces. Les fractures étaient là courantes, provoquées par des chutes de cheval ou des coups de masse. Sans connaissance réelle de l'anatomie, les guérisseurs médiévaux se contentaient souvent de poser des attelles rudimentaires, de serrer trop fort ou pas assez. Beaucoup de membres restaient déformés, inutilisables. Certains chevaliers, encore jeunes, boitaient déjà à vie, marqués par une seule erreur de combat. Les plaies ouvertes étaient pires encore. Une coupure profonde, une entaille de lance ou d'épée, une flèche plantée dans la chair. Toutes ces blessures, si elles n'étaient pas immédiatement fatales, devenaient souvent mortelles à retardement. La suppuration, la gangrène, l'odeur de pourriture accompagnaient ces plaies mal soignées. On essayait de cautériser avec du fer rouge ou d'appliquer des emplâtres à base d'herbe ou de miel, parfois efficaces, mais trop souvent insuffisants. La fièvre montait, le délire s'installait, et la mort venait lentement, sans gloire, loin du champ de bataille. La médecine médiévale reposait en grande partie sur la théorie des humeurs, héritée des Grecs anciens. On pensait que la santé dépendait d'un équilibre entre le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Toute maladie était interprétée comme un déséquilibre de ces fluides. Les traitements consistaient alors en saignées, purges et régimes alimentaires spécifiques. Mais ces remèdes, loin de guérir, affaiblissaient souvent davantage les malades. Un chevalier blessé, déjà affaibli par la perte de sang, devait encore subir une saignée pour rétablir l'équilibre. Beaucoup succombaient, non à la blessure initiale, mais au traitement lui-même. Les épidémies, elles, frappaient sans distinction. La dysenterie décimait les armées en campagne. La lèpre, la tuberculose et plus tard la peste noire faisaient des ravages. Même les plus riches, protégés par leurs murailles, n'étaient pas à l'abri. Les chevaliers, exposés lors de leur voyage, revenaient souvent porteurs de maladies qu'ils transmettaient à leur foyer. Ainsi, derrière l'image du héros conquérant, il y avait celle du père ou du mari qui rapportait involontairement la mort dans sa maison. Les parasites, eux aussi, accompagnaient le quotidien. Les poux, les puces, les vers intestinaux étaient monnaie courante.
Dans les camps militaires, la promiscuité et l'insalubrité transformaient chaque chevalier en proie. Leurs armures, difficiles à nettoyer, accumulaient la sueur, les saletés, les microbes. Les corps s'irritaient, s'infectaient, les démangeaisons devenaient insupportables. La noblesse de l'acier brillait de loin, mais de près, elle sentait la crasse et la chair malade. Il faut aussi parler des séquelles invisibles. Les coups répétés à la tête dans les tournois ou les batailles laissaient des traumatismes que l'on ne comprenait pas. Certains chevaliers devenaient violents, instables, frappés de maux de tête chroniques ou de perte de mémoire. On les attribuait à des humeurs déréglées ou à des malédictions divines, mais nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait probablement de commotions cérébrales répétées. Derrière le home, bien des esprits s'éteignaient lentement, sans que personne ne puisse les soigner. Et pourtant, malgré ces souffrances, les chevaliers étaient tenus de rester forts, invincibles en apparence. Avouer sa faiblesse, montrer sa douleur, c'était risquer d'entacher son honneur. Beaucoup enduraient en silence, serrant les dents, dissimulant leurs maux pour continuer à servir. L'armure devenait un masque, cachant un corps brisé, un esprit fatigué. Imaginez un chevalier revenant d'un siège. Son bras porte encore les traces d'une entaille infectée. Il boite, soutenu par son écuyer. Ses nuits sont hantées par la fièvre, ses jours par la douleur. Pourtant, devant son seigneur et ses pairs, il doit sourire, lever son épée, se montrer digne. Le prestige exigeait de cacher la réalité. Et ainsi, une grande partie de la vie chevaleresque se résumait à une dissimulation constante, derrière l'acier, des hommes fragiles, abîmés, qui payèrent de leur santé chaque instant de leur gloire. Ce fardeau médical avait aussi des conséquences sociales. Entretenir un chevalier blessé coûtait cher. Les soins, même rudimentaires, demandèrent des herbes, du temps, parfois l'aide de chirurgiens itinérants. Beaucoup de familles s'endettaient pour tenter de sauver un fils ou un mari, parfois sans succès. La chevalerie, déjà ruineuse par son équipement, devenait encore plus lourde lorsqu'il fallait assumer les frais de maladies chroniques. Et quand un chevalier survivait à ses blessures, il n'était pas toujours libre. Certains finissaient estropiés, incapables de combattre. Ils devenaient dépendants de leur famille ou de leur seigneur, privés de la fonction qui définissait leur existence. Le rêve de gloire se transformait en vie de dépendance, parfois en misère. Voilà la vérité que cachent les armures brillantes. Derrière chaque chevalier se trouvait un corps meurtri, un organisme assiégé par les maladies et mal protégé par une médecine balbutiante. L'image du guerrier invincible n'était qu'un masque. La réalité était celle d'hommes vulnérables, prisonniers d'un système qui exigeait d'eux plus qu'ils ne pouvaient donner. Et comme si ce fardeau n'était pas assez lourd, un autre poids écrasait encore les chevaliers, celui de l'argent. Car au-delà de la douleur et de la maladie, il fallait payer pour exister en tant que chevalier. Et ce prix, exorbitant, ruinait souvent ceux qui osaient s'y aventurer. Si l'on devait résumer la vie d'un chevalier en un seul mot, peut-être que fardeau serait le plus juste. Car au-delà de la discipline, de la guerre, de la souffrance et des maladies, il existait un poids plus silencieux mais tout aussi redoutable, celui de l'argent. Être chevalier n'était pas seulement une fonction, c'était un statut social qui exigeait des dépenses colossales. Et pour beaucoup, ce rêve de gloire se transformait vite en gouffre financier, où la dette et la dépendance ruinaient autant que l'épée et la lance. Commençons par le plus évident, l'équipement. Une armure complète, même rudimentaire, coûtait une fortune. Il fallait du métal de qualité, des forgerons spécialisés, des heures de travail. Chaque pièce était forgée sur mesure pour épouser le corps de son propriétaire. Ce n'était pas une tenue interchangeable, mais une œuvre d'art coûteuse. Et plus l'armure était perfectionnée, plus son prix s'envolait. Pour un chevalier modeste, acquérir un tel trésor signifiait souvent hypothéquer ses terres ou mendier la faveur d'un seigneur plus riche. À cela s'ajoutaient les armes, épées, lances, boucliers, dagues. Chacune devait être entretenue, aiguisée, remplacée en cas de perte ou de brisure, et aucune ne durait éternellement. Le métal s'émoussait, se tordait, se fendait. Dans la chaleur des combats, il n'était pas rare de voir une épée éclater au contact d'une autre lame. Alors, il fallait en commander une nouvelle, toujours coûteuse. Mais le plus grand fardeau venait peut-être du cheval, car un chevalier n'était rien sans sa monture. Et un destrier de guerre valait une fortune inimaginable. Élevés, dressés, nourris pour être puissants, rapides et dociles dans la mêlée, ces animaux représentaient parfois la richesse d'une petite seigneurie. Leur entretien exigeait des écuries, des palefreniers, une nourriture abondante. Chaque bataille risquait de les blesser ou de les tuer, ce qui représentait une perte catastrophique pour leur maître. Certains chevaliers, ruinés par la mort de leur monture, ne pouvaient jamais s'en remettre. Il ne fallait pas seulement une monture, il en fallait plusieurs. Un cheval pour le combat,
un autre pour le voyage, parfois un troisième pour les charges lourdes. Chaque animal demandait des soins, de la nourriture, des grooms. À lui seul, l'entretien d'une écurie pouvait engloutir une fortune annuelle. Et puis il y avait les hommes. Car un chevalier ne se déplaçait jamais seul. Il lui fallait des écuyers, des valets, parfois même quelques soldats pour l'accompagner. Tous devaient être nourris, logés, payés. Un chevalier qui ne pouvait entretenir sa maison et ses serviteurs voyait son prestige s'effondrer, car la chevalerie n'était pas seulement un statut militaire, c'était aussi un théâtre social. Il fallait montrer sa richesse, même quand elle n'existait plus. Les tournois censés apporter gloire et reconnaissance aggravaient encore la situation. Pour participer, il fallait investir dans des armes neuves, dans des parures, parfois même dans des frais d'inscription. Et chaque chute pouvait signifier la ruine. Perdre son cheval ou son armure, capturé par l'adversaire, équivalait à perdre une fortune. Beaucoup de chevaliers finissaient criblés de dettes après quelques tournois malchanceux. La guerre, censée offrir butin et récompense, ne compensait pas toujours ses dépenses. Certes, les victoires pouvaient rapporter. Terres confisquées, rançons imposées aux prisonniers, partage des richesses pillées. Mais ces gains allaient surtout aux seigneurs et aux rois. Les simples chevaliers recevaient peu, souvent trop peu pour couvrir leurs frais. Certains rentraient des campagnes militaires plus pauvres qu'ils n'étaient repartis, avec en prime de nouvelles blessures à soigner. Il existait aussi des rançons, armes redoutables des guerres médiévales. Lorsqu'un chevalier était capturé, il n'était pas exécuté. Il devenait une source de profit. On exigeait de lui ou de sa famille une rançon colossale pour le libérer. Certaines étaient si élevées qu'elles ruinaient des lignées entières. Et si la rançon ne pouvait pas être payée, le chevalier pouvait languir des années dans les geôles ennemies ou finir réduit à la misère. Ainsi, derrière l'image d'un ordre noble et prestigieux, se cachait une réalité financière écrasante. Beaucoup de chevaliers vivaient au bord de la ruine, dépendant de la générosité de leur seigneur. Certains devenaient mercenaires, louant leurs armes et leurs chevaux à ceux qui pouvaient payer. D'autres sombraient dans la rapine, vivant de pillage pour compenser leurs dettes. L'idéal chevaleresque se fissurait, remplacé par la dure loi de la survie. Il faut imaginer ce paradoxe. Un chevalier devait toujours paraître riche, puissant, invincible. Mais dans l'ombre, beaucoup vendaient leurs terres, contractèrent des prêts, imploraient des faveurs. Leur gloire publique cachait une faillite privée. Les chansons chantèrent des héros, mais la réalité était souvent celle d'hommes endettés, brisés par le poids financier de leur statut. Et comme si la guerre, la maladie et les dettes ne suffisaient pas, un autre fardeau pesait encore sur eux, celui de l'isolement et de la solitude. Car derrière les bannières, les banquets et les combats, il y avait des hommes séparés de leur famille, enchaînés à des seigneurs parfois cruels, condamnés à une vie de dépendance et de solitude. Être chevalier, c'était appartenir à une élite militaire, mais c'était aussi vivre prisonnier d'une hiérarchie sociale implacable. Derrière l'image d'un homme libre, maître de son cheval et de son épée, se cachait une réalité bien différente, celle d'un individu constamment soumis à des obligations, à des devoirs, à des rapports de pouvoir qui laissaient peu de place à l'indépendance. Et cette dépendance, doublée d'un isolement croissant, faisait de nombreux chevaliers des hommes seuls, malgré la foule qui les entourait. Un chevalier n'existait pas par lui-même. Il existait parce qu'il avait prêté serment à un seigneur. Ce serment de fidélité et de service était la base de son existence sociale. Sans seigneur, sans protecteur, un chevalier n'était rien d'autre qu'un mercenaire, méprisé par l'élite, parfois même rejeté par ses pairs. Ainsi, dès l'adoubement, il se plaçait volontairement sous l'autorité d'un homme plus puissant qui pouvait exiger de lui presque tout. Obéir aux ordres, partir en campagne, défendre des intérêts qui n'étaient pas les siens, voilà ce qui rythmait sa vie. Cette soumission avait un prix, celui de la liberté. Car même les plus grands chevaliers n'étaient pas des hommes libres au sens où nous l'entendons. Ils étaient liés, enchaînés à des causes qu'ils n'avaient pas choisies. Et s'ils désobéissaient, ils perdaient tout. Leur honneur, leur terre, leur statut. La loyauté, glorifiée par les poètes, était en réalité une corde invisible qui tenait chaque chevalier sous contrôle. Dans les campagnes militaires, cette dépendance prenait une forme encore plus lourde. Les chevaliers passaient des mois, parfois des années, loin de leur famille. Ils partaient en croisade, en expédition, en sièges interminables, laissant derrière eux leur foyer, leurs femmes, leurs enfants. Loin de l'image romantique du guerrier chanté à son retour, il y avait des épouses qui vieillissaient seules, des enfants qui grandissaient sans père, des terres mal entretenues faute de présence. La gloire publique se payait d'une solitude intime, d'une absence qui laissait des traces irréparables.
Et même parmi leurs pairs, les chevaliers vivaient dans une hiérarchie stricte. Tous n'étaient pas égaux. Ceux issus de familles puissantes avaient accès à des armures plus riches, à des chevaux plus forts, à des places d'honneur lors des banquets. Les autres, même s'ils portaient le même titre, restaient relégués aux marges, traités avec condescendance, parfois même humiliés. La chevalerie n'était pas une fraternité idéale, mais une pyramide où chacun cherchait à grimper, souvent aux dépens des autres. Cette hiérarchie se ressentait jusque dans les tournois et sur les champs de bataille. Les chevaliers les plus riches combattaient en tête sous des bannières éclatantes, entourés de leurs écuyers et de leurs valets. Les autres servaient dans l'ombre, moins protégés, moins visibles, risquant davantage sans obtenir la moindre reconnaissance. La gloire n'était pas seulement affaire de bravoure, elle dépendait aussi de la naissance et de la richesse. Cette solitude était accentuée par le poids des attentes. Un chevalier devait toujours incarner la bravoure, la dignité, l'honneur. Il ne pouvait pas se plaindre, ni montrer ses doutes, ni avouer ses peurs. Même entouré de compagnons d'armes, il restait seul derrière son masque de fer. L'armure qui protégeait son corps isolait aussi son âme. Elle le coupait du monde, l'enfermait dans un rôle qu'il devait jouer en permanence. Beaucoup de chevaliers vieillissaient dans cette solitude, usés par les campagnes, trahis par les promesses non tenues de leur seigneur. Certains finissaient leurs jours dans l'ombre, oubliés, malgré une vie entière de service. D'autres, ruinés par les dettes, perdirent leurs terres et leurs titres, devenant des parias. La solitude n'était pas seulement émotionnelle, elle pouvait être sociale, un isolement complet, une chute dans l'oubli. Imaginez un chevalier rentrant d'une croisade. Sa barbe est grise, son corps marqué de cicatrices. Il retrouve son foyer après des années, mais ses enfants ne le reconnaissent pas. Sa femme a vieilli seule, ses terres ont souffert de son absence. Les chansons raconteront peut-être ses exploits en Terre Sainte, mais lui sait qu'il a tout perdu dans l'intimité de sa vie. Voilà le prix de la chevalerie, la gloire publique contre la solitude privée. Et cette solitude n'était pas seulement familiale ou sociale, elle était aussi existentielle. Car derrière les rituels, les batailles, les tournois, une question hantait beaucoup de chevaliers. À quoi tout cela servait-il vraiment? Mourir pour un seigneur, s'endetter pour une armure, souffrir pour un honneur fragile. N'était-ce pas au fond une prison dorée? Certains cherchèrent des réponses dans la foi, d'autres dans l'alcool ou la violence. Mais beaucoup s'enfonçaient dans un silence résigné, prisonniers d'un destin qu'ils n'avaient jamais choisi librement. Ainsi, la vie chevaleresque, idéalisée dans nos récits modernes, apparaît sous un jour bien plus sombre. Ce n'était pas seulement la gloire des batailles, mais aussi l'amertume des absences, l'humiliation des hiérarchies, l'isolement des âmes. Le chevalier, que l'on imagine entouré d'admiration, était bien souvent un homme seul, écrasé par des devoirs qui ne laissaient aucune place à la liberté. Et quand venait la fin, ce constat prenait toute sa force. Car au soir de leur vie, beaucoup de chevaliers réalisaient que tout ce qu'ils avaient enduré, les blessures, les dettes, la solitude, n'avait pas apporté la gloire éternelle promise, mais seulement une existence brisée. C'est cette méditation amère que nous allons explorer maintenant, en refermant ce voyage par une conclusion qui met en lumière toute la désillusion derrière l'armure. Lorsque l'on contemple aujourd'hui les statues équestres, les vitraux colorés ou les récits chevaleresques, il est facile de se laisser séduire par l'image idéalisée du chevalier médiéval. On y voit un héros étincelant, guidé par l'honneur, protégé par son armure, célébré par les troubadours. Mais derrière ce mythe, derrière l'or et la gloire des chansons, se cachait une vie bien plus dure, parfois misérable, presque toujours écrasante. Être chevalier n'était pas une récompense, mais un fardeau. Dès l'enfance, l'apprentissage commençait dans la douleur et l'humiliation. Arrachés à leur famille, les jeunes pages vivaient comme des domestiques, apprenant la soumission avant même de toucher une épée. Puis venait l'écuyage, avec ses dangers terribles. Suivre un maître sur le champ de bataille, risquer sa vie sans reconnaissance, attendre un adoubement qui pouvait ne jamais arriver. Loin de l'image héroïque, la jeunesse des chevaliers ressemblait à une longue servitude, une école de douleur et de peur. Et quand enfin venait le titre tant espéré, ce n'était pas la liberté, mais une nouvelle prison. L'armure, symbole de leur statut, les écrasait de son poids, les épuisait, les transformait en hommes de fer incapables de respirer librement. Les batailles, loin des récits glorieux, étaient des enfers de boue, de cris et de sang. Les sièges les condamnaient à la faim, aux maladies, à l'odeur des cadavres en putréfaction. Beaucoup mouraient anonymes, d'une infection ou d'une chute de cheval, sans qu'aucune chanson ne vienne graver leur mémoire. Leur vie intérieure, elle aussi, était prisonnière d'un carcan.
Le code de la chevalerie, qu'on admire aujourd'hui comme un idéal noble, était pour eux une exigence impossible à satisfaire. On leur demandait d'être à la fois des guerriers impitoyables et des modèles de piété, des hommes de fer et des hommes de douceur. Cette contradiction les condamnait à la culpabilité permanente, à la peur de ne jamais être à la hauteur. Et ceux qui cherchaient un peu de gloire dans les tournois n'y trouvaient souvent que la mort ou la ruine. La médecine médiévale, impuissante, les abandonnait à leurs blessures. Un coup de lance, une entaille infectée, une fièvre soudaine pouvaient suffire à briser une vie. Les séquelles invisibles, les douleurs chroniques, les commotions laissées par les tournois les accompagnaient jusqu'à la tombe. Derrière chaque armure brillante, il y avait un corps meurtri, un homme fragile que son époque condamnait à souffrir en silence. Et tout cela avait un prix financier écrasant. L'armure, les armes, les chevaux, les serviteurs, les dettes accumulées dans les tournois. Beaucoup de chevaliers vivaient au bord de la faillite. Leur gloire publique n'était que façade, derrière laquelle se cachait la ruine privée. Certains vendaient leurs terres, d'autres s'abaissaient à des tâches indignes de leur rang. Beaucoup dépendaient entièrement de la générosité d'un seigneur. Comme si cela ne suffisait pas, il y avait encore la solitude. Car un chevalier, toujours en campagne, toujours sous les ordres d'un seigneur, était rarement maître de son destin. Ses absences laissaient derrière lui des foyers brisés, des familles oubliées, des enfants qui grandissaient sans père. Même au milieu des foules, il restait seul, enfermé derrière son masque de bravoure, incapable d'avouer ses peurs ou ses doutes. Sa vie publique n'était qu'un rôle, et son âme en portait le poids. Alors, à la lumière de ce voyage, il faut poser la question. Pourquoi tant d'hommes ont-ils accepté ce destin? Peut-être parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'autre choix. La chevalerie était le seul chemin possible pour ceux nés dans la petite noblesse. Elle promettait la gloire, mais offrait surtout la souffrance. Elle donnait un titre, mais arrachait la liberté. Elle élevait aux yeux des autres, mais écrasait dans l'intimité. La vérité, c'est que derrière chaque chevalier chanté par les troubadours, il y avait des dizaines d'hommes anonymes, ruinés, brisés, oubliés. L'image héroïque qui nous fascine n'était qu'une exception, une vitrine soigneusement entretenue. La réalité, elle, était faite de douleurs, de dettes, de solitude et de morts précoces. Et vous, en entendant tout cela, auriez-vous voulu être chevalier? Auriez-vous supporté le poids de l'armure, les contradictions du code, la boue des champs de bataille, la faim des sièges, la solitude des campagnes interminables? Auriez-vous sacrifié votre liberté, vos proches, votre santé, pour un titre qui vous enfermait dans un rôle sans répit? Peut-être que la réponse est non. Peut-être que derrière l'éclat de l'armure, vous auriez vu ce qu'elle était vraiment, une cage de métal. Et peut-être que la seule sagesse que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est de comprendre que le prestige n'est pas toujours synonyme de bonheur, et que la gloire cache souvent des fardeaux invisibles. Être chevalier, au Moyen-Âge, ce n'était pas vivre un rêve. C'était survivre dans une prison faite de fer, de dettes, de devoirs et de solitude. Et c'est peut-être pour cela que, des siècles plus tard, nous admirons encore ces hommes, non pas pour ce qu'ils ont gagné, mais pour ce qu'ils ont enduré.